Salut tout le monde et bon retour dans notre série. On continue notre exploration aujourd'hui avec la suite directe de ce qu'on a vu précédemment. Et pour lancer le sujet, j'aimerais qu'on imagine un truc ensemble. Salut, ouais, vas-y, je t'écoute. Imaginons un instant posséder le smartphone le plus puissant du marché. Vraiment le dernier cri. Un processeur incroyable, une interface d'une fluidité absolue, des capacités de calcul qui dépassent l'entendement. C'est l'outil parfait en fait. Le genre de truc qui coûte un bras, quoi. C'est ça, exactement. Mais la batterie est à 0%. Ah, bah du coup, il sert pas à grand-chose. Voilà. À ce moment précis, ce bijou technologique, ce n'est rien de plus qu'une brique. Une brique de verre et de métal inerte posée sur une table. L'écran reste noir. C'est très frustrant comme image. Ouais, et le pire, c'est que c'est très exactement ce que nous faisons avec nos cerveaux tous les matins. Aujourd'hui, on plonge en profondeur dans les mécanismes de notre énergie. Après avoir vu comment définir une priorité claire, notre fameux highlight, et comment repousser les distractions, on s'attaque au carburant. Le carburant indispensable, ouais. Sans ça, tout le reste s'effondre. Absolument. Parce que posséder les meilleures techniques d'organisation, c'est super, mais si la batterie est à plat, ça ne sert strictement à rien. Notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi nos esprits modernes s'épuisent si vite et comment quelques principes, des principes qui viennent tout droit de la préhistoire, peuvent redémarrer notre système nerveux. Et c'est vraiment le nœud du problème contemporain, en fait. On a tendance à accumuler frénétiquement les méthodes d'organisation, on télécharge des tas d'applications complexes pour structurer notre temps, pour isoler ce highlight quotidien, pour rester concentré. On cherche tous le hack ultime de productivité. Grave. Mais l'exécution de toutes ces méthodes, ça requiert une énergie phénoménale. Et le grand paradoxe de notre époque, qu'on retrouve partout dans les analyses qu'on explore aujourd'hui, c'est cette croyance qu'il y a une séparation totale, une séparation hermétique entre le corps et l'esprit. Comme si c'était deux machines différentes. Exactement. On a presque transformé le corps humain en un simple véhicule de transport. Il y a Sir Ken Robinson qui résumait ça avec une ironie mordante. Il disait que pour beaucoup de professionnels aujourd'hui, le corps ne sert strictement à rien d'autre qu'à trimballer la tête d'une réunion à une autre. Une simple trottinette pour le cerveau. Ouais, c'est ça, une trottinette. C'est hilarant dit comme ça, mais d'un point de vue purement physiologique, cette séparation est évidemment absurde. Je veux dire, le cortex préfrontal, la zone qui gère notre concentration, elle flotte pas dans un bocal stérile sur le bureau. Il me semble évident que c'est alimenté par la même plomberie sanguine que le reste du corps. Totalement. Et c'est là qu'il faut regarder sous le capot pour comprendre la mécanique. Sur le plan neurologique, le cerveau est un organe extrêmement gourmand. Il représente quoi? Environ 2% de notre masse corporelle? 2%, c'est tout petit. C'est minuscule, mais il accapare près de 20% de l'énergie métabolique au repos. 20%. Ce processeur tourne en permanence et exige un afflux constant de glucose et d'oxygène, qui sont transportés par le sang. Donc si le sang circule mal, le cerveau trinque. C'est de la plomberie de base, hein. Que se passe-t-il quand on reste assis, immobile, devant un écran pendant des heures? Le rythme cardiaque ralentit considérablement, le flux sanguin global diminue, et donc l'apport en nutriments frais vers le cerveau chute drastiquement. C'est mécanique. L'énergie physique n'est pas juste un concept vague lié au bien-être, tu vois. C'est de la biochimie pure. C'est la production d'ATP, l'adénosine triphosphate. C'est la molécule d'énergie de nos cellules. Sans mouvement, l'ATP vient à manquer dans les neurones, ce qui se traduit directement par ce fameux brouillard mental au milieu de l'après-midi. Oh, le fameux coup de barre de 15 heures. Mais alors, si la mécanique interne est si claire, comment on a pu concevoir des environnements de travail qui bloquent littéralement cette production d'énergie? Je veux dire, nos bureaux modernes semblent presque ingénierisés pour provoquer cet épuisement. C'est une excellente question. Et pour comprendre cette profonde erreur de conception, on doit faire un grand bond en arrière. Faut aller rencontrer notre ancêtre qu'on pourrait appeler Urk, le chasseur-cueilleur. Urk, bonjour Urk. L'argument central ici, c'est la théorie de l'inadéquation évolutive. Biologiquement, génétiquement parlant, l'être humain qui tape sur un clavier aujourd'hui, sous une lumière fluorescente, il fonctionne avec très exactement le même matériel génétique, le même système nerveux que Urk il y a des dizaines de milliers d'années. On n'a pas une mise à jour matérielle en fait. Zéro mise à jour. Le génome de Hulk a été sculpté par des millénaires d'évolution pour un environnement hyper spécifique. Un mouvement perpétuel mais à basse intensité, de la nourriture brute, des interactions au sein d'une tribu et un sommeil calé sur le soleil. Ce qui est très très loin de notre quotidien. C'est l'opposé. Le monde actuel, il est saturé d'écrans, de bruit, de sédentarité extrême, de nourriture ultra transformée.
C'est une agression permanente contre les réglages par défaut de notre propre biologie. Ok, je vais me faire l'avocat du diable une seconde, parce que ce constat est fascinant. Mais il a ses limites. On a des obligations, des réunions, des factures à payer. Faut-il vraiment aller s'inscrire à des stages de survie, chasser son repas avec une lance et dormir dans une grotte pour retrouver son énergie? Non, heureusement que non. Et c'est la bonne nouvelle de la biologie évolutive. Le décalage entre nos besoins biologiques et notre confort est tellement profond qu'on n'a absolument pas besoin d'adopter un mode de vie extrême. Ouf, ça me rassure. Des ajustements microscopiques suffisent. Le but, ce n'est pas de rejeter la modernité, mais d'envoyer à notre biologie de petits signaux qu'elle sait intuitivement reconnaître. On appelle ça tromper le génome. Tromper le génome, j'aime bien l'idée. En réintroduisant de toutes petites doses de stimuli préhistoriques dans notre environnement artificiel, le retour sur investissement est colossal. On signale simplement au corps qu'il est en vie et qu'il doit mobiliser ses ressources. D'accord, alors explorons ces petits signaux. Le premier levier, presque instinctif, j'imagine que c'est le mouvement. Mais on ne parle pas de courir un marathon ou de soulever de la fonte pendant 2 heures. Que disent les recherches sur la dose minimale requise? Les données sont super claires. C'est la régularité qui prime sur l'intensité. Le seuil critique pour déclencher une vraie modification biochimique dans le cerveau, c'est à peine 20 minutes d'activité modérée par jour. 20 minutes, c'est rien du tout. C'est une petite marche active. Et ces 20 minutes suffisent à provoquer la sécrétion de ce qu'on appelle le BDNF, le facteur neurotrophique dérivé du cerveau. C'est un nom barbare, ça fait quoi exactement? En gros, c'est de l'engrais pour les neurones. Ça favorise la neuroplasticité, la mémorisation, l'apprentissage. Et l'effet dopant de ces 20 minutes sur l'attention perdure pendant presque 24 heures. Waouh! Ça crée une boucle par 7. Tu bouges, ta biochimie s'améliore, tu es plus concentré, moins stressé, donc tu dors mieux. Et le lendemain, tu as l'énergie pour bouger à nouveau. C'est un cercle vertueux. Mais quand on regarde les recommandations actuelles, genre les entraînements fractionnés ou la fameuse méthode du 3 par 3, faire 3 pompes, 3 squats, soulever un objet, on remarque un truc. C'est l'insistance sur la fonctionnalité du mouvement. Oui, le mouvement fonctionnel. Ça m'évoque un truc très concret. Quand tu aides un ami à déménager. Oh l'horreur. Ouais, c'est crevant, mais l'effort est purement fonctionnel. Tu portes un canapé, ton cerveau doit analyser l'espace, calculer l'équilibre, gérer l'adhérence. Ton système nerveux est en alerte maximale. Tout le corps est engagé. Exactement. À l'inverse, si je m'assois sur une machine de muscu hyper guidée à la salle, mon cerveau s'éteint un peu, non? C'est la machine qui gère l'équilibre. Donc, porter un gros sac de course dans les escaliers, c'est neurologiquement plus stimulant qu'un exercice isolé à la salle de sport. C'est une excellente déduction biomécanique. En fait, les mouvements libres engagent une communication neuronale hyper intense. Quand tu soulèves un sac asymétrique, des dizaines de petits muscles stabilisateurs s'activent le long de ta colonne. Et le cerveau adore ça. Il adore. Ça provoque une cascade d'influx nerveux. Le génome de Urk interprète ça direct. Ah, on a besoin de vigilance, c'est peut-être une tâche de survie. En réponse, boum, libération de noradrénaline et de dopamine. Des sens s'aiguisent. Donc, pas besoin d'équipement hors de prix, un effort brut dans son salon, ça court-circuite l'apathie moderne. Avec une efficacité redoutable. Ouais. Ok, donc on a le moteur, le mouvement ordonne de libérer de l'énergie. Mais l'énergie ne se crée pas à partir du vide. Faut aborder la question du carburant. La nourriture. Voilà. Les textes mentionnent Michael Pollan et sa notion de vrais aliments, manger non transformés, proches des chasseurs-cueilleurs. C'est logique, mais il y a une recommandation qui m'interpelle. La règle de manger sans aucun écran. Ah, le point sensible. Très sensible. Là, il faut que j'intervienne avec l'argument pragmatique par excellence, celui du manque de temps. Le fameux « j'ai pas le temps de faire une vraie pause ». Mais oui, quand je mange une salade à mon bureau en scrollant sur des documents, en lisant des mails, j'ai vraiment l'impression de faire une super économie de temps. Je récupère 30 minutes de travail dans ma journée. C'est l'illusion parfaite. Comment le fait de repousser mon PC, de fixer mon assiette en silence, ça va compenser ce temps perdu? Au niveau métabolique, j'ingère les mêmes calories, non? C'est l'objection numéro 1. Mais elle est basée sur une grosse méconnaissance de notre système nerveux autonome. Biologiquement, non. Le corps n'assimile pas du tout les calories de la même façon selon le contexte. Ah bon? Comment ça se fait? Faut décortiquer ça. Notre système autonome a 2 régimes principaux. Le sympathique, c'est le mode combat ou fuite. Et le parasympathique, le mode repos et digestion. Ok.
Quand tu lis des mails pro ou des actus stressantes, ton cerveau gère des urgences, des petites menaces sociales. Ton système sympathique s'active. Même pour un simple email? Même pour un email. Dans cet état de stress léger, l'organisme prend une décision vitale. Il se dit qu'il y a danger. Donc il détourne le sang et l'énergie du système digestif pour les envoyer vers les muscles et le cerveau. Waouh! Donc la digestion s'arrête. Elle est littéralement mise sur pause. Manger comme ça garantit une très mauvaise assimilation des nutriments, ce qui conduit inévitablement à un pic de glycémie, suivi du gros coup de pompe à 14 heures. C'est dingue. En croyant pirater mon emploi du temps pour être productive, je sabote la machine qui doit extraire l'énergie de mon autre pas. Précisément. Et c'est pas fini. Manger en regardant un écran, ça bloque les signaux de satiété. Normalement, regarder ta nourriture, sentir son odeur, ça active des hormones comme la leptine, qui dit au cerveau « Ok, c'est bon, on a assez mangé ». Et l'écran brouille ce signal. Ton cortex visuel est monopolisé par l'écran. Le cerveau ne traite pas les données sensorielles du repas. Tu manges mécaniquement, tu mâches mal, et tu as tendance à manger beaucoup plus pour essayer de ressentir cette fameuse satiété. Le calcul est vraiment désastreux en fait. On gagne 30 minutes de mail pour payer ça par une baisse de lucidité tout l'après-midi. C'est une fausse économie totale. Et si je vais plus loin dans la logique évolutive, profiter du repas sans écran pour échanger avec des collègues, ça activerait pas un mécanisme archaïque de lien tribal ou si c'était... Exactement. C'est un des plus vieux outils de régulation du stress. Dans la nature, partager un repas signalait au groupe que la zone était sûre. Pas de prédateurs autour. Le mode parasympathique s'enclenche. Voilà, les interactions sociales positives libèrent de l'ocytocine, des endorphines, ça fait chuter le cortisol, tu recharges la batterie émotionnelle et ton estomac fait son job. Ça m'amène à une réflexion plus large sur nos pauses en général. Au-delà du repas, les textes parlent d'un phénomène très répandu, le piège des fausses pauses. C'est crucial pour comprendre la fatigue mentale. L'illusion, c'est de croire que si on arrête de travailler, l'esprit se repose automatiquement. Le réflexe, quand on finit une tâche, c'est de choper son téléphone et de scroller sur les réseaux. On a l'impression de se détendre. Sauf que neurologiquement, c'est l'inverse. J'ai une métaphore automobile pour ça. Faire une pause en scrollant, c'est comme mettre le point mort sur une voiture et écraser l'accélérateur à fond. Ah ouais, très visuel. Depuis l'habitacle, la voiture n'avance pas. On a l'impression d'être à l'arrêt. Mais sous le capot, le moteur hurle. Il s'use, il brûle du carburant pour rien. Quand on scrolle, notre cerveau est bombardé de pixels, de changements de contexte toutes les secondes. La charge cognitive reste au max. C'est une métaphore d'une précision folle. Le cerveau utilise deux grands réseaux. Le réseau à tâche positive, quand on est concentré sur un flux de données. Et le réseau du mode par défaut qui s'allume quand l'attention se relâche, quand on rêvasse. Et le smartphone bloque ça, c'est ça? Le scrolling force le cerveau à rester verrouillé sur le réseau de tâches. Le réseau du mode par défaut qui consolide la mémoire et amène la créativité n'a jamais l'opportunité de s'activer. On sort de là encore plus fatigué. Alors c'est quoi la solution? Comment on coupe vraiment le contact? La science parle de fascination douce. La fascination douce. C'est quoi la mécanique derrière ça? Ça se produit quand un environnement capte notre attention sans aucun effort de décryptage. Et devine quel environnement excelle là-dedans. La nature. Et exactement. Suivre le mouvement des nuages, regarder l'eau couler ou les branches d'un arbre, ça n'impose aucune charge cognitive. Parce que c'est visuellement simple. C'est structuré en fractales. Des motifs complexes mais répétitifs et harmonieux. Notre système visuel a évolué avec ces formes organiques, il les décode sans consommer d'énergie. Alors qu'un écran plein de texte ou un bâtiment géométrique, ça exige un calcul cérébral continu. Donc sortir 5 minutes pour regarder un arbre dans la rue, c'est pas juste un vague conseil zen, c'est une intervention neurologique hyper précise. C'est forcer la transition vers le parasympathique, ça baisse les hormones de stress et laisse le réseau du mode par défaut faire sa maintenance en arrière-plan. C'est appuyer sur le bouton reset du cortex. Le cerveau n'est pas fait pour absorber de la lumière bleue et des infos abstraites 10 heures par jour sans exploser en vol. Il n'a tout simplement pas l'équipement évolutif pour ça. Le contact visuel avec la nature, c'est le seul repos qu'il sait vraiment traiter. Quand on assemble toutes ces pièces, la logique est implacable. On bouge pour ordonner au métabolisme de mobiliser l'énergie. On mange sans écran pour pouvoir extraire cette énergie. Et on fait de vraies pauses nature pour refroidir la surchauffe neuronale. C'est un système complet. Mais il faut rappeler l'objectif final. Pourquoi on fait tout ça? Le but, ce n'est pas de devenir un athlète olympique ou un puriste du bien-être. Non, ce n'est pas une fin en soi. L'unique but de tout ce travail d'alignement, c'est de générer de la clarté. L'énergie qu'on restaure, c'est le bouclier qui protège notre concentration.
C'est ce qui permet de revenir à son bureau avec la lucidité nécessaire pour accomplir notre tâche centrale, notre highlight quotidien. C'est la synthèse parfaite. Tu peux avoir les meilleurs agendas du monde, les meilleures méthodes de classement. Si tu n'as pas le carburant biochimique, ce sont des coquilles vides. C'est la fondation de toute capacité intellectuelle. Arrêter de lutter contre sa propre physiologie pour s'en faire un allié. Ce qui m'amène à une réflexion finale un peu provocatrice. On engloutit des fortunes et une énergie folle à concevoir des logiciels et des espaces de travail numériques hyper optimisés, censés nous faire gagner du temps. Ouais, la course à la productivité logicielle. Mais si une simple marche de 20 minutes et le fait de regarder par la fenêtre peuvent doubler nos capacités cognitives, et si les outils numériques qu'on a bâtis pour gagner du temps étaient en fait les mécanismes mêmes qui volent notre énergie? C'est très juste. C'est le serpent qui se mord la queue. Imagine un peu l'innovation humaine si, au lieu de formater nos journées pour plaire à des algorithmes, on concevait le monde du travail pour Urk, pour notre biologie fondamentale. Ça forcerait à repenser la définition de l'efficacité. C'est un changement de paradigme total. Reconstruire nos environnements autour de notre réalité biologique, plutôt que de forcer notre corps à s'adapter aux machines. On aurait beaucoup moins besoin de méthodes contre l'épuisement, c'est certain. Tout s'éclaire sous cet angle et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.